On se retrouve dans Punchline. On va parler des manifestations contre la politique libérale d'Emmanuel Macron, de Mélenchon en passant par Philippe Martinez ou Pierre Laurent. Tout le monde est monté au créneau aujourd'hui, mais en ordre dispersé, notamment côté syndicat. On en parle ce soir avec nos invités. Olivia Grégoire, bonsoir, porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale et député de Paris. Avec Philippe Poutou, bonsoir. Bonsoir. Porte-parole du nouveau parti anticapitaliste. Vous étiez dans cette manifestation, évidemment. Et Pierre Jacquemin, bonsoir. Bonsoir. Chef de la revue Regard. 4e journée donc de mobilisation en forme de baroud d'honneur. Point d'interrogation, 40 000 personnes selon la CGT, 8 000 selon la préfecture de police. Est-ce que cette politique libérale, selon vous, Philippe Poutou, de Emmanuel Macron, en fait, ne fait plus peur? Est-ce que c'était un bide cette journée ou pas? Je dirais pas un bide, mais c'est vrai qu'on peut au moins reconnaître que c'était faible au regard des enjeux, de ce que nous on voudrait, c'est-à-dire stopper la politique de Macron, ou en tout cas faire retirer les ordonnances. Mais après, c'est pas qu'une histoire de chiffres non plus. Voilà, on était peut-être pas très nombreux. Mais la colère est là quand même, le ras-le-bol est là. Et après, le problème qu'on a, nous, en tout cas, c'est, on le voit au boulot, on le voit un peu partout, c'est que malheureusement, il y a un manque de confiance en soi. On croit que voilà, on n'y peut rien, qu'en face, on a trop fort pour nous. Et c'est tout le problème aujourd'hui auquel on est confronté parmi la population. C'est une sorte de résignation. Et puis, ça continue. On avait pu espérer l'année dernière avec le mouvement contre la loi travail qu'il pouvait se passer quelque chose, qu'enfin, il y avait une bataille qui revenait, puis que c'était le début d'une situation sociale qui changeait, et là on voit que c'est plus compliqué que ça. Donc voilà, la manif elle escalée aujourd'hui, on voit bien du côté des directions syndicales que c'est pas parti pour continuer, mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que le problème reste posé. Il y aura d'autres rendez-vous d'une manière ou d'une autre, et la bataille on va la mener, et puis on est quand même un certain nombre de militants, que ce soit du côté des syndicats, du côté des associations ou du côté de la gauche politique. Il y a quand même pas mal de gens qui sont là pour préparer la suite, et voilà, et on lâche pas. Olivier Grégoire, alors c'est un baroud d'honneur, ces manifestations, elles servent à quoi? Déjà, moi, j'ai du respect pour Philippe Poutou, donc je suis ravie de le rencontrer à cette occasion. On est d'accord sur une chose, je ne vais pas faire la bataille des chiffres, même si on pourrait les égrener. Effectivement, cette manifestation n'a pas rencontré le succès attendu ou escompté. On ne va pas rentrer dans Mais ça les fait détails. vos affaires, ça. Ça fait vos affaires, pas de langue de bois. Vous êtes plutôt content que cette mobilisation elle ne se passe pas. Évidemment, et que c'est plutôt le front rassurant syndical soit pour complètement nous, mais fracturé. je l'ai dit, moi, au tout démarrage, et on peut ressortir les sons, il y a 1 mois et demi, 2 mois déjà. Je crois qu'il faut être vigilant. On est vigilant. Moi, je suis extrêmement vigilante. C'est pas à 10 000, 20 000 ou 30 000 ou 40 000 que je pense qu'il ne faut pas regarder ce qu'il se passe, et qu'il y ait 40 000 personnes mobilisées ou 200 000, on est attentif. Ce que je voudrais dire, vous parlez d'une politique libérale. Moi, je voudrais quand même revenir sur le fait qu'on n'a fait que la moitié du travail. Alors ça va inquiéter Monsieur Poutou. Je savais que ça allait inquiéter Monsieur Poutou. Au moulin de Mais vous Philippe parliez de Poutou. libéral, je voudrais juste dire, si on parle global, c'est libéral social. Le volet numéro 2 arrive, nous sommes dessus, l'apprentissage, la réforme du chômage, toute la sécurisation des parcours professionnels. Là, leur réforme a été lancée la semaine dernière, et donc il y a un acte 2 sur ce modèle de rénovation Alors, avant sociale. de passer à l'acte 2, on reste sur l'acte 1. On va juste écouter, avant de vous passer la parole, Pierre Jacquemin, Jean-Luc Mélenchon, qui défilait à Marseille. Alors lui, évidemment, il affirme une nouvelle fois que c'est la résistance a beaucoup pâti de la division syndicale. Écoutez-le. La division syndicale nous a coûté très cher. Et puis la séparation du politique et du syndical, tout autant, parce qu'il y a des milliers, des millions de militants politiques, de personnes engagées qui sont prêtes à entrer dans l'action, mais à condition qu'on les appelle à une action qui leur semble avoir du sens. La division syndicale nous a coûté très cher. Pierre Jacquemin, à la Bondo, la division syndicale, il y a quand même il n'y a pas de mobilisation populaire, quoi, voilà. D'abord, il faut rappeler qu'une journée de mobilisation comme celle-ci, c'est des dizaines et des dizaines de milliers de salariés qui se sont mis en grève, que ça va être grévé sur leur salaire de la fin du mois. Donc c'est une action qui est déjà importante. Est-ce que la mobilisation est importante ou pas? Moi, je pense que l'enjeu n'est pas là. Il est de dire aujourd'hui qu'il y a une mobilisation, une nouvelle mobilisation qui a eu lieu aujourd'hui. Par ailleurs, sur la division des syndicats, qui est maître du jeu de la division des syndicats, si ce n'est ce gouvernement qui fragilise toujours plus aujourd'hui les syndicats? Aujourd'hui, on dessaisit le monde syndical des prérogatives qui sont les siennes. Ça va être le cas pour de nouvelles concertations qui vont être engagées. C'était le cas sur la loi travail. Les syndicats n'ont pas eu de mot à dire puisqu'ils ont juste été consultés, ils n'ont pas eu de négociation, il n'y a pas eu de pouvoir de négociation. C'est pareil sur les réformes qui vont arriver, je pense à la réforme sur l'apprentissage, et ça va être la même chose, on va dessaisir les syndicats de la question de l'assurance chômage. Donc c'est un problème aussi, c'est une volonté de ces politiques libérales de dessaisir le monde syndical et donc de fragiliser le corps syndical. Mais moi je maintiens que quand même aujourd'hui il y a une mobilisation, il y aura une mobilisation samedi encore, et qu'on n'est pas à l'abri, on sait très bien que les mobilisations, et
notamment par la jeunesse, qui est en train de prendre. Ah oui, on en parlera, la jeunesse. Changer la donne. Alors, Olivia Grégoire, C'est- vous dessaisissez les syndicats de leur pouvoir On de dessaisit négociation. personne, on les saisit plutôt du sujet depuis le début. Vous estimez qu'il n'y a pas eu de négociation, c'est votre point de vue. Je regarde et j'observe le contraire. 60 heures de Vous les écoutez, vous ne les discussion. entendez pas. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est Vous une les variation recevez, vous les sémantique. écoutez, Je ne mais crois vous pas les que ce entendez soit pas. ce qui soit vécu. La preuve en est, si vous regardez FO en l'occurrence, sur la renégociation du rôle des branches, Force ouvrière a eu, au dialogue, a fait des propositions et un certain nombre de ces propositions ont été retenues au sein des ordonnances. Donc il y a eu aussi au sein de cette division des causes qui sont propres aux syndicalistes, qui sont qu'il y a des syndicats qui ont décidé de rentrer dans la négociation et d'autres qui ont décidé depuis le début, comme la CGT, de ne plus y aller. J'ajoute à ça, et vous pouvez pas me dire le contraire, que le paysage syndical a un petit peu changé, que depuis plusieurs mois maintenant, la CGT n'est plus forcément le syndicat majoritaire et que Mais c'est si, peut-être ça, aussi c'est faux ça. de dire ça, c'est faux Bah, de dire toujours que c'est la CFDT. non. D'abord, il y a un vrai clivage Bah, aujourd'hui qui oppose la direction de la CFDT. la CGT avec n'a les plus le militants syndicaux. monopole Regardez dans la syndical, et j'en manifestation suis aujourd'hui, il y avait désolée. des militants de la Pas tous les deux en même temps, pas tous les deux en même temps. Il y a un éclatement syndical et on peut accuser Emmanuel Macron Ok. de beaucoup de choses, mais certainement pas de ça. Non. Philippe Poutou, sur la division syndicale, c'est vrai qu'elle nuit beaucoup à la mobilisation. Ouais, mais il y a eu souvent la division syndicale et d'ailleurs quand il y a eu l'unité syndicale de la fonction publique le 10 octobre, c'était historique, ça apparaissait comme tout le monde un truc exceptionnel. Ce qui est vrai aussi, malheureusement c'est comme ça, mais au-delà de la division syndicale, c'est la stratégie tout simplement de mobilisation. On est tout le temps en train de revivre le même type de mobilisation, c'est-à-dire une manifestation, puis une autre, et espacée de 2 à 3 semaines, et ça c'est problématique, et on tire jamais les bilans. Donc on se rappelle du dernier grand mouvement, c'était contre la réforme des retraites sous Sarkozy en 2010, où les manifestations étaient énormes, et on a peut-être manifesté 8 à 10 fois, je sais plus, entre septembre et décembre, et on a perdu. Et la fois d'après, on refait pareil. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de discussions aujourd'hui dans les milieux militants, c'est qu'il y a un ras-le-bol un peu de cette sorte de série de manifestations, et il faut manifester pour se compter, pour sensibiliser, mais en même temps, il faudrait discuter de comment on peut changer le rapport de force, et nous on pense qu'il faut plus que des manifestations, c'est la question d'une grève générale, comment on construit une grève reconductible, comment on bloque l'économie, comme ça avait été fait avec les raffineries et les dockers. Nous on pense que, et le problème qu'il y a, c'est pour ça que c'est au-delà de la division des syndicats, c'est que les directions syndicales, elles sont toujours bien en deçà de ce qu'il faudrait faire, et elles sont toujours à la fois hésitantes et même trop craintives, et puis même pas du tout radicales, alors qu'on devrait poser le problème d'une véritable bataille politique de l'ensemble du mouvement social. Et Mélenchon, il n'a pas tort quand il dit qu'il y a la division syndicale et puis la division avec le mouvement politique. Mais il dit ça, mais il n'a jamais fait le contraire non plus jusqu'à présent. C'est qu'effectivement, on aurait besoin que le mouvement politique à gauche, que les syndicats et les associations se retrouvent et discutent d'un calendrier de manière à ce qu'on puisse mettre en place un plan d'action et qu'on se renforce. Mais ça, personne ne le fait aujourd'hui, mais il va bien falloir le faire. Et donc, c'est une manière aussi de tirer les bilans des Et justement, échecs. on va écouter ce Pierre Laurent qui dit la même chose que vous. Il dit que les divisions syndicales, elles offrent un boulevard à Emmanuel Macron. Écoutez Pierre Laurent. La mobilisation se construit. Je ne dis pas que c'est facile, mais elle se construit. Je crois que les gens ont compris une chose, c'est que Emmanuel Macron, c'est le Père Noël des riches. Emmanuel Macron, c'est le Père Noël des riches. Alors ça, c'est une punchline, mais elle ne vous va pas, Pierre Jacquemin? Je vous vois hocher la tête. On est d'accord, tout le monde est d'accord sur le mot d'ordre. Le problème, c'est pas tant d'ailleurs de dénoncer le rôle des syndicats. Les syndicats font leur travail. On les accuse d'être toujours dans la contestation. Il faut rappeler quand même qu'ils signent 80% aujourd'hui des accords d'entreprise et ils sont moteurs et mobilisateurs sur la question de l'entreprise. La question, elle est de la division de la gauche dans son ensemble. C'est la gauche sociale, c'est la gauche intellectuelle, c'est la gauche syndicale, c'est la gauche politique. Il faut que cette gauche-là se retrouve et effectivement décide de moyens d'action. Ça n'est plus possible de demander aux gens, jour après jour, 15 jours les uns après les autres, on va faire une mobilisation de grève. Ça veut dire qu'il faut que les syndicats et les politiques se mettent ensemble autour d'une table et dire on va faire 3 jours de grève successifs. Et effectivement, peut-être que le gouvernement finira par entendre ce qui se passe dans la rue en ce moment. Olivia Grégoire, votre réponse de La République En Marche. Écoute et entend beaucoup plus que vous ne semblez le dire. Moi, vous savez, ce que je remarque aussi, et au sein de l'hémicycle, c'était flagrant, il y avait beaucoup de monde parmi les Insoumis pendant la discussion cet été sur les ordonnances travail. Ça, il y avait du monde pour contester, pour dire que c'était nul, que c'est de la casse sociale. Ça, il y avait du monde. Ils ont fait très des contre-propositions, très peu de propositions. Je vous assure. Il y a même un projet. Les Très communistes peu. et les Insoumis Oui, ont fait une alors contre-proposition après, à votre projet de. tout à fait. À votre projet au projet de finance. budget. Oui, vous l'avez regardé. Bah oui, bien Ouais. sûr. Bon, on peut vraiment pas estimer que ce soit une contre-proposition de Mais- budget. Autant mais la il y a quand nouvelle même- gauche il y a a quand fait une même 7 millions, il y a quand même contre-proposition 7 qui millions d'électeurs tenait. qui ont pensé que c'était un Autant projet crédible. sur le budget, La réponse d'Olivia je suis Grégoire. désolée, mais Monsieur Jacquemin, dans l'hémicycle, sur le budget, qui est quand même le nerf de la guerre pour résoudre ces problèmes économiques, on n'a pas été étouffé encore cet après-midi par les propositions des Insoumis. Mais c'est que vous Je écoutez crois pas. que les Français contestaient problème. pour contester, je pense qu'ils ont compris que ça ne menait à rien et que si à un moment ou à un autre, la gauche, les oppositions se rallient et font à ce moment-là des propositions, vous pourriez peut-être avoir un peu plus d'audience. Oui. Philippe Poutou, président des riches, le Père Noël des riches, dit Pierre Laurent, ça vous va?
Ouais, ça me va. Non. Ça peut être marrant, non, mais bon, après c'est toujours pareil. C'est la politique maintenant, c'est sortir des jolies phrases, des punchlines. Et voilà, des punchlines. Mais non, le problème, oui, on peut se dire des trucs comme ça, mais nous, on est vraiment on essaie de voir comment dans le mouvement social on peut rediscuter de ça, de ces problèmes-là, et au-delà des phrases, il y a vraiment, parce que là, ça joue un petit peu, parce que même Pierre Laurent, le PC ou Mélenchon, ce que je disais tout à l'heure, c'est que on est en attente. Nous, je parle de militants, je parle de plein de gens, justement d'organisations qui sont en capacité d'organiser une riposte unitaire, et puis donc ça sort des jolies phrases ou des bons mots comme ça, mais en réalité au quotidien, ils construisent rien, et c'est le problème qu'on va avoir aujourd'hui. C'est maintenant, tirons des bilans et voyons rapidement, parce qu'on sait, ça a été dit, c'est dit tout le temps, c'est que derrière il y a d'autres attaques, il y a d'autres reculs sociaux très dangereux. On est déjà dans des situations de précarité, de chômage, de pauvreté, même de misère pour des tas de gens, et puis on nous annonce des politiques qui vont toujours dans le même sens, de reculs sociaux, et puis en même temps on voit des riches s'enrichir et tout ça. Donc la colère, comment cette colère-là, elle peut s'organiser, comment elle peut s'exprimer, et comment des millions de gens, ils peuvent retrouver confiance en eux-mêmes et se dire, on a une légitimité de se battre, contre ces gouvernements, contre ces gens qui sont toujours du côté des riches, et ras-le-bol, il faut se battre. Et donc voilà, c'est ça. Mais après, on aurait besoin que des Pierre Laurent, que des Mélenchon, qu'on se retrouve ensemble. Alors c'est quoi? C'est des problèmes d'ego, ça? Peut-être, mais c'est plus compliqué que ça. Après, c'est toujours difficile. Mais ce qu'il y a, c'est que ça ne va pas. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a la manifestation, je crois que tu faisais référence à ça, samedi 18. Il y a le Front Social, qui est un genre de collectif qui regroupe des équipes syndicales, mais avec le DAL, avec, je sais plus, Attaque aussi, et puis d'autres militants, y compris des militants politiques, qui disent, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ils tentent, à travers cette manifestation, cette marche vers l'Élysée, symbolique, de dire que, parce qu'en réalité, il y a une guerre sociale. Le patronat, le gouvernement mène une guerre contre la population. On nous reprend tout ce qu'on avait gagné pendant des décennies, tout ce que le mouvement social avait pu gagner. On nous le reprend, et nous, on voudrait répondre à cette guerre-là. Et nous, on pense qu'il faut effectivement arrêter d'être gentil. Alors le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas assez fort, et on fait même pas peur à Macron, mais on aimerait bien un jour faire peur au gouvernement, faire peur au patronat. Et pour nous, l'objectif, il est là. Mais ça veut dire qu'on sorte des petits mots sympas et on dit, maintenant, comment on fait pour vraiment construire une mobilisation sociale? Alors, Olivia Grégoire, pas d'accord, évidemment? Non, autant pardon, mais la guerre, moi, c'est pas mon objectif de vie. C'est la réalité, d'accord. J'en suis désolé. Après, non, mais je suis désolé. Entendre de dire que votre objectif, c'est la guerre économique dans ce pays, je suis navré, c'est pas le même que je poursuis. En revanche, je suis un peu navré de voir qu'il y a plein de choses. D'abord, ça fait 6 mois qu'on est là. On est loin d'avoir déroulé un certain nombre de choses, et vous le savez, en matière notamment de sécurisation des parcours professionnels, de droit au chômage, de droit à la retraite, de formation professionnelle. On va faire des choses extrêmement importantes. J'ajoute à ça que je trouve que c'est... vous parlez de rien sur la prime d'activité, vous parlez de rien sur ce qu'on fait pour les femmes seules, monoparentales, qui ne peuvent pas aller bosser parce qu'elles ne peuvent pas faire garder leur enfant, vous parlez de rien sur le minimum vieillesse, vous parlez de rien sur beaucoup de choses qui sont au projet de loi de finances. Alors c'est le jeu politique... Parlez-nous de la réforme fiscale qui va justement fragiliser les plus fragiles aujourd'hui, les retraités, non, mais je vous parle d'autre chose. Non, mais c'est complètement faux. Les retraités, je suis désolée, mais les retraités, on peut le prendre. Je suis navrée, pour le coup, j'en parle tous les jours. Donc si vous essayez de me faire parler des moins de 20% de retraités français qui seront concernés par la hausse de la CSG et qui ne seront pas compensés, vous savez, on ne se cache pas dans le gouvernement d'Emmanuel Macron. On leur parle, moi je leur parle toutes les semaines à ces gens-là. On les voit, on explique pourquoi on fait ça, pourquoi on augmente 1,7 de CSG. Et on passe beaucoup plus de temps que vous ne croyez à essayer de convaincre ces gens-là. Et il y a beaucoup moins d'animosité que vous ne le croyez. Et juste une chose, c'est facile et c'est le jeu politique de regarder uniquement une partie des sujets. Mais je pense que c'est un peu faux comme analyse. La politique fiscale est une politique structurante. Mais quand on baisse les charges pour les salariés, c'est pas pour les riches. En faveur des riches, ça veut dire qu'on pense que c'est la richesse qui va créer le développement économique de notre pays. On l'a fait la démonstration dans le quinquennat précédent. Dans le quinquennat de Nicolas Sarkozy, ça a été toujours la même chose. On fait des cadeaux aux entreprises, il n'y a pas d'emplois qui sont créés, il n'y a pas d'investissement. C'est pas pour les entreprises. Ce qui a été révélé avec les Paradise Papers aujourd'hui, 60%, je crois même c'est 70% aujourd'hui des cadeaux, des gains de productivité ou en tout cas des bénéfices qui sont faits des entreprises sont placés dans les paradis fiscaux aujourd'hui. Ça veut dire qu'ils n'investissent pas. Qui est le pays qui enquête le plus sur ces sujets-là? Qui est celui qui est de donner de l'argent encore plus aux entrepreneurs. Mais c'est faux. Il n'est pas fondé. Alors attendez, je sens de l'Assemblée, c'est un peu schizophrénique. On se fait taper par la nouvelle gauche à longueur de journée par Madame Rabault, comme quoi le projet de loi de finances que nous portons n'est pas un projet de loi pour les entreprises. Je suis rapporteuse spéciale entreprise, donc mettez-vous d'accord juste. Il y en a une qui me dit c'est un projet de loi pour les entreprises qui n'est pas pour les entreprises, et vous me dites l'inverse. C'est vrai, parce que c'est un projet de loi de finances pour les gens qui bossent, pas pour les entreprises, et 98% les salariés qui galèrent au quotidien, c'est vrai. Non mais juste une chose, vous connaissez un dernier mot. Le sujet travail, et donc c'est intéressant parce que je connais un tout petit peu le sujet de travail pour avoir travaillé dans un ministère qui en avait la charge. Avec Mariam El Khomri.
Khomri à l'époque de la loi El Khomri. 3,15% de baisse de charges pour les salariés. Un 13e mois pour les gens qui sont au SMIC et qui touchent un SMIC aujourd'hui en fin de quinquennat. Vous ne pouvez pas me dire les yeux dans les yeux que ce sont des mesures pour les riches, ça. Moi, je pense une chose. Aujourd'hui, on a 6 millions aujourd'hui de chômeurs, 10 millions de gens qui sont dans la précarité et que ça n'est certainement pas ces populations-là que vous visez avec vos politiques. Philippe Poutou. En attendant un 13e mois, c'est pas une Intervenez dans ce débat. Ouais, sur la question des charges, c'est pas l'histoire que c'est pour les riches ou pas pour les riches, mais les charges, c'est, enfin, ce que vous appelez les charges d'ailleurs, c'est quand même pas normal d'appeler ça comme ça, c'est des cotisations sociales. Quand on supprime des cotisations sociales. Et on augmente votre net. Non, je finis juste quand on. Non, oui, on augmente le net, mais on enlève du salaire socialisé, on enlève de l'argent qui va rentrer dans les caisses de la sécurité sociale notamment. Et donc c'est une attaque. Supprimer des cotisations sociales, c'est une attaque sociale. Mais on supprime pas, on les déplace, monsieur. Mais même pas, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Les milliards qui sont filés sous forme d'exonération de cotisations sociales au patronat sont jamais récupérés. Bon, c'est pas grave. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a un appauvrissement de la population, il y a une précarisation et puis des difficultés de vie au quotidien. Mais c'est les conséquences de ces politiques-là. Et ce que fait Macron, parce que là aussi, ce qui est un peu marrant entre guillemets, ce que fait Macron, qui voulait se présenter comme le nouveau, vous allez voir, ça va changer. Puis même la question des négociations, c'est du pipeau les négociations. Il y en a pas eu. La chance qu'a eu Macron, c'est que Mailly, Martinez et compagnie, ils ont accepté de jouer ce jeu de dupe. Ils ont fait comme s'il y avait négociation. Et pourquoi ils ont accepté de jouer ce jeu de dupe ça, il faudra leur demander à eux. Parce qu'au bout du compte, il n'y a rien. Et puis. Pourquoi ils le jouent là alors qu'il y a un an, ils l'ont pas joué, je comprends. Donc en fait, il n'y a pas de négociation. Et en fait, Macron, il a fait comme Hollande juste avant, c'est de regarder, on se retrouve, ils aiment bien ces gens-là. Ils aiment bien ces gens-là, visiblement. C'est sur la jeunesse aussi, c'est pour ça que tout le monde est dans la rue et que vos manifs prennent super bien parce qu'il n'y a pas de négociation ou pas négociation. Donc sur les sujets, l'enjeu, je crois aujourd'hui, et je pense que Philippe Poutou sera d'accord avec ça, l'enjeu, il est pas. On va le laisser finir d'ailleurs. Il n'est pas temps de décider de quels sont les sujets sur lesquels on va se mobiliser. Il faut rappeler justement un tout petit peu que les grandes mobilisations qui ont abouti à des succès, ça a été 68, ça a été le CPE, ça a été le 95 au moment de mobilisation contre Juppé. C'était aussi la lutte contre un projet. Et aujourd'hui, l'enjeu de la gauche et l'enjeu de la gauche sociale, intellectuelle et politique, il est de se mobiliser contre le monde que vous défendez, contre le monde d'Emmanuel Macron. Votre conclusion là-dessus peut-être pas conclusion, mais est-ce que vous aviez à finir? J'ai déjà perdu le truc. J'étais en train de... Oui, j'étais sur l'idée que Macron faisait comme les autres, exactement pareil. Et puis il y avait une autre idée que ça c'est con quand on a. Quand on se fait. Alors, vous savez quoi? On va écouter François Ruffin et puis comme ça vous allez retrouver l'idée. François Ruffin, député de la France Insoumise, il dit finalement est-ce que le principal ennemi des mobilisations, c'est pas la résignation? Écoutez-le. Moi, je n'attendais pas que les masses se réveillent d'un seul coup. Ce que nous avons à combattre aujourd'hui, c'est même pas Macron, c'est la résignation qui est dans les esprits. Et c'est ça, en fait, Philippe Poutou, c'est assez flagrant. C'est ce côté, vous êtes découragé quand même, découragé. Ouais, mais ça, c'est François Ruffin a raison. Il dit d'ailleurs souvent, régulièrement. Et ça, c'est le problème. Ce que je disais un peu au début, c'est que le manque de confiance collective en soi, c'est aussi le résultat de ça. C'est qu'à force d'avoir des fêtes sociales, des mouvements qui ont perdu, le mouvement des retraites contre la réforme Sarkozy en 2010, et puis même le mouvement contre la loi travail, où on manifeste, où on fait pas mal de choses et tout ça, et puis on n'y arrive pas. Donc effectivement, ça contribue à démoraliser au moins les équipes militantes et puis à renforcer ce climat de résignation. Bon, alors maintenant, c'est comment on se sort de ça. Et c'est vrai qu'il y a un décalage d'ailleurs, parce que là aujourd'hui, plein de gens vont se satisfaire ou se rassurer que les manifs n'ont pas été énormes et que du coup c'est la fin du mouvement, et puis de voir que les directions syndicales vont abandonner la bataille là, ça peut rassurer des gens, mais en réalité, et c'est ça qu'ils ne voient pas forcément, c'est qu'il y a un niveau de colère et de ras-le-bol qui existe. Et c'est quand je parlais de guerre patronale ou du gouvernement qui mène la guerre contre la population, c'est la réalité qu'on vit au quotidien, c'est que c'est de plus en plus dur, on ne peut plus se soigner, on ne peut plus se loger. Des millions de gens, il y a combien? 9 millions de gens en dessous du seuil de pauvreté, il y a 6 millions de gens qui sont dans la précarité, mais c'est une réalité, mais c'est le résultat, c'est pas une fatalité, ça, c'est pas parce que l'économie peut pas faire autrement, c'est qu'il y a des choix. Macron, déjà, il était avec Hollande, donc déjà il a quand même quelques responsabilités sur ce qui se passe aujourd'hui, mais aujourd'hui, oui, évidemment, ce sont ces politiques-là, à force de défendre les riches, de donner de l'argent aux riches, en plus on l'a vu, les riches, ils s'emmerdent pas, optimisation fiscale, fraude fiscale, enfin, puis là, tout le monde couvre tout ça, donc tout ça, ça contribue effectivement à ce sentiment d'impuissance qu'a chez nous. Maintenant, voilà, la colère, elle est là, et à un moment donné, et c'est ce qu'on espère nous, c'est que ça va déboucher sur une véritable mobilisation. Sur une guerre. Et la guerre, en tout cas, une bataille, oui. De toute façon, il y a un bordel en ce moment. Il y en a un qui a adoré le mot bordel. S'il y en a un qui met le bordel en ce moment, c'est quand même Emmanuel Macron. Est-ce que l'élément déclencheur, ça pourrait être les jeunes, le fait que les jeunes descendent dans la rue? On a vu que le mouvement a beaucoup tenté de faire descendre les jeunes, les lycéens dans la rue, notamment sur les modalités d'entrée à l'université. C'est un peu une façon de tenter, encore une fois, qu'il se passe quelque chose sur ces mobilisations, Pierre Jacquemin? D'abord, les jeunes, ils ont raison de se mobiliser parce que la réforme aujourd'hui de l'université les concerne directement. La loi travail les concerne directement parce que ce seront des futurs travailleurs. Et que par ailleurs, Mélenchon, il disait une chose aussi tout à l'heure qui est assez juste sur la question de l'indépendance aujourd'hui qui existe entre les politiques et le social. C'est tout l'enjeu aujourd'hui, c'est-à-dire de mettre tout le monde autour d'une même table pour que tout le monde s'associe
à la mobilisation contre, non pas des projets pris séparément les uns des autres, mais contre le projet d'Emmanuel Macron. Donc oui, l'enjeu aujourd'hui, effectivement, il est de toucher toutes les populations qui vont être touchées par la politique d'Emmanuel Macron et que la jeunesse en fait partie. Donc l'enjeu d'aller faire de l'éducation populaire pour expliquer, pour discuter et échanger des enjeux, des grands enjeux qui sont discutés à travers les grandes réformes qui vont être menées dans les prochaines semaines, il est pas vraiment fait par votre, mais la par France votre gouvernement. Dans toutes les facultés. Heureusement, France, c'est pas le rôle du politique d'aller convaincre, d'aller discuter, je n'estime pas que ce soit le rôle rôle du politique d'aller lever des facultés. C'est le rôle du politique, en tout cas, de sensibiliser et de mener campagne. Je pense que les jeunes, on n'a pas besoin de les lever. Je pense qu'ils ont un cerveau et qu'ils peuvent se décider tout seuls s'ils ont envie de se mobiliser. Sans doute que la formation à laquelle vous appartenez, qui est la République En Marche, qui a un mode de fonctionnement très start-upper, est différente de celle de la formation du NPA ou celle de la France Insoumise, qui a une vocation justement d'aller réveiller les consciences, d'aller informer, d'aller faire de l'éducation populaire pour comprendre les enjeux aussi qui sont les nôtres aujourd'hui. Enfin, tu vois, on n'est pas dans l'incantation à la mobilisation. Les jeunes, on les voit. Je veux dire, il y a même des jeunes avec Macron. Il y a toutes sortes de choses assez bizarres. Ça existe autour de nous aussi. Je veux juste dire que moi, j'avais été un peu choquée. Et je parle beaucoup avec Jean-Luc Mélenchon et je le respecte aussi. J'avais été effectivement un peu choquée quand ils étaient allés à Nanterre parce que moi je trouve ça bien qu'on échange parle de politique avec les universitaires. Pour faire quoi? Qu'est-ce qu'ils étaient allés faire à Nanterre? Pour mobiliser au mois de septembre, pour dire que c'était important d'aller manifester, etc. Bon, ça n'a pas forcément fonctionné. Moi je pense que c'est prendre un peu les jeunes pour des idiots. Je pense que les jeunes, et notamment les jeunes universitaires, sont beaucoup moins bêtes qu'ils n'y paraissent. Si aujourd'hui ils ne se sont pas mobilisés, c'est parce qu'ils attendent de voir. Et d'ailleurs globalement, je pense que c'est et sur le sujet 1 et sur celui-ci, je pense que on parle un peu des Français comme si c'était des gens qui excusez-moi, mais je suis un peu choquée, moi. Je pense que les Français sont dans l'attente. Ils voient très bien qu'on fait des choses. Et ils voient très bien qu'il va falloir quelques mois, voire un an, pour voir des premiers résultats. Ils sont pas idiots. Donc ils sont aussi dans l'attente, et les études le montrent, de voir ce que vont donner ces réformes. En même temps, on le sait bien, c'est la hantise de tous les gouvernements, de voir les jeunes descendre dans la rue. La baisse des APL, évidemment, c'était une grosse erreur qui a été tentée d'être rectifiée depuis cet été. Donc ça, c'est une hantise pour le gouvernement, que les jeunes descendent dans la rue, on est bien d'accord. Une hantise, c'est drôle, c'est des grands mots, à punchline, la guerre, les hantises. C'est toujours une crainte de tous les gouvernements. Les jeunes sont une force de mobilisation massive. Sur les mots, là. Et en même temps, c'est une conscientisation aussi, une volonté de faire de la politique qui peut être... On peut se réjouir que les jeunes se préoccupent aussi de leur moi, je souhaite que effectivement, la jeunesse, on y pense et on espère. Et c'est vrai que depuis mai 68, on se dit... et puis il y a eu le mouvement de Vaquet, on a bien vu aussi. Puis même, y compris le mouvement contre la loi travail avait été démarré le 9 mars. C'est une journée à l'initiative des jeunes, notamment des réseaux sociaux comme On vaut mieux que ça et tout ça. Donc évidemment qu'on compte là-dessus. Et en plus, la jeunesse, elle aurait toutes les raisons de se mobiliser parce qu'on peut parler de la jeunesse étudiante dans les facs avec les réformes et tout ça, la sélection, les difficultés d'étudier, des conditions de plus en plus dures, et puis la précarité générale que subit la jeunesse. Donc il y aurait toutes les raisons de se battre. Mais ça ne viendra peut-être pas de la jeunesse, ça peut venir aussi, on ne sait pas. Là, il y a Castorama, je crois, qui délocalise les retraités. Ouais, mais pourquoi pas les retraités? Parce qu'ils sont attaqués aussi. Mais non, mais sinon, on peut penser des fois une bataille qui peut démarrer. À Castorama, je disais, parce que j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'il y avait une délocalisation des services financiers dans le Nord, donc des licenciements. Ça peut être la répression, comme à PSA ce matin, il y avait une mobilisation contre la répression patronale où on envoie les ouvriers, les syndicalistes en justice. On ne sait pas d'où ça va venir. Il y a tellement d'attaques aujourd'hui, il y a tellement de remises en cause, y compris même de la démocratie, de la liberté d'expression, de contester les politiques patronales aujourd'hui, où ça peut être les ZAD comme à Notre-Dame-des-Landes ou à Bure contre le centre d'enfouissement de déchets nucléaires. On ne sait pas d'où ça vient. Nous, on sait qu'il y a plein de fronts aujourd'hui, qu'il y a plein de résistances, et peut-être que, la saloperie... Et donc vous guettez le front qui va s'ouvrir et s'allumer. Mais ça peut être une attaque de plus du gouvernement, ça peut être une saloperie de plus du patronal à un moment donné, un licenciement de trop qui peut déclencher une véritable colère. Donc après, parce qu'on sait que la colère est là, on sait qu'il y en a marre. Après, c'est toujours cette histoire de confiance. Est-ce que ça revient à ce que disait François Ruffin, la résignation? Mais la résignation, ça dure un temps. Il y a un moment donné, on se dira, on peut changer les choses. Philippe Poutou, dans les gros dossiers qui arrivent, on en parlait, apprentissage, formation professionnelle, puis assurance chômage, assurance retraite. Dans ça, il y a des dossiers explosifs dans tout ça? Tout va être explosif maintenant. Mais tout devient explosif tellement le niveau de pauvreté, de précarité, de difficulté de vie au quotidien. La santé, par exemple, c'est catastrophique. Quand il y a les conditions de travail de personnel de santé, on voit avec le burn-out, avec les suicides et tout ça, il y a ça. Et puis la dégradation des services publics. Donc la santé, l'éducation, la poste. Donc on voit que tout devient très, très, très fragile et on se dit que ça peut péter n'importe quand. Mais
on parle de la France, mais quand on voit l'état de la planète, quand on voit les problèmes politiques qu'il y a dans la planète, hein, où on voit le terrorisme, mais on voit aussi la destruction de la planète et tout ça. Donc on se dit, mais ce monde-là, il tient jusqu'à quand? Et plus il tient, plus c'est catastrophique. Donc on espère bien, oui, qu'à un moment donné, il va y avoir une fissure et que des mouvements sociaux, des populations vont se battre contre l'austérité, contre ces politiques-là, puis contre la rapacité, l'égoïsme de classe d'un camp de riches qui justifie toujours plus de richesse et toujours plus de pauvreté pour les autres. Punchline. Olivia Grégoire, justement, dans les dossiers, là, les plus gros dossiers que vous abordez, il y en a un qui vous fait peur particulièrement? Peur, c'est pas le mot. On est en train de toucher à beaucoup de sujets importants, de la protection sociale, vous l'avez dit, de la formation professionnelle, de l'apprentissage, de l'éducation. On sait bien, à commencer par le président et le gouvernement, et c'est pourquoi on essaye d'expliquer ce que nous faisons, qu'il y a effectivement beaucoup de choses qui sont aujourd'hui sur le bureau et en cours de négociation. Mais moi, je reviens juste sur une chose. Je pense que, et je vous entends avec beaucoup de... Je vous écoute vraiment. Je pense que la mobilisation, c'est pas par l'incantation qu'elle va se réveiller. Je pense que c'est pas en appelant, en rêvant, en priant à une mobilisation. Je pense que la mobilisation des gens, si tant est qu'elle arrive un jour, ce sera sur des réalités, sur des faits. Donc je pense que l'incantation sert à rien. Par ailleurs, vous me parliez des 5 € qui sont devenus presque mes amis. Parce que sur chaque plateau, voilà, je reviens dessus et je reviens dessus. Vous voyez, c'est ça aussi la politique. Ça fait 6 mois qu'on parle de ces 5 €. Personne ne parle de ce qu'on a fait en matière de mutuelle étudiante il y a 1 mois et demi. Personne ne parle des 216 € que les étudiants ont plus à franchir quand ils arrivent en fac pour avoir le droit à accéder à une mutuelle. Ça, on n'en parle pas. Donc quand on perd 5 €, on en fait pendant 6 mois. Quand on gagne 216, on n'en parle pas. C'est aussi la réalité de la communication politique et à nous de le rappeler. Donc oui, il y a des sujets chauds. Peur, non. Attention, on sait qu'on est sur des sujets épineux, mais je pense que la méthode, celle que vous reniez et celle que moi je vis de l'intérieur, avec la négociation avec les syndicats, peut nous faire espérer d'atterrir dans de bonnes conditions. Oui. Pierre Jacquemin, sur les gros dossiers à venir, il y en a un particulièrement qui vous semble très explosif? Oui, à partir du moment où on a un gouvernement qui a décidé de mettre encore une fois en retrait les syndicats. On va encore avoir le droit, là, pendant les 3 prochaines semaines ou les prochains mois, à un gouvernement qui va nous dire, la ministre du Travail qui va nous dire je vais consulter, je vais concerter, etc. Il n'y aura pas de négociation. Le problème de ce gouvernement, plus généralement, c'est pour ça que je suis inquiet non pas sur un sujet, mais plus globalement sur la politique qui va être menée pendant les 4-5 prochaines années, c'est parce qu'on a affaire à un gouvernement de technocrates. Aujourd'hui, on a un président de la République qui raisonne en termes de budget, en termes de comment on gère bien les deniers publics. Peut-être que ça va à une classe de la population, mais aujourd'hui, raisonner uniquement en termes de on va réduire les dépenses, on va réduire les effectifs. Aujourd'hui, la Poste, on annonce qu'à la Poste, il va falloir faire plus avec moins. Il va falloir faire comprendre ça aux gens qui travaillent à la Poste et aux usagers de la Poste. C'est pas nouveau. C'est quoi l'alternative? C'est pas nouveau, mais on va encore plus loin dans la demande. On dérape des 3%. C'est quoi l'alternative? C'est quoi cette histoire de 3%? Expliquez-nous, c'est quoi cette histoire? Alors, les 3%, il y a plus de 10%, il y a plus de 15% de la population qui vont en dessous on augmente. Non, mais ça vous inquiète pas plus? On augmente la dépense publique. On fait 100% de dette sur le PIB et 3,5% à Bruxelles. Mais ça n'est pas grave. Regardez les économistes qui vous expliquent que la dette publique, c'est un investissement sur l'avenir. C'est de l'investissement sur l'avenir. Il faut investir sur l'avenir. Allez jusqu'au bout de la transition. Investir sur l'avenir, c'est pas investir dans la dette. Allez jusqu'au bout de la transition énergétique. On paye 40 milliards par an. Allez jusqu'au bout de la transition numérique. Créer des emplois là-dessus. Mais on n'arrête pas. Alors, on n'arrête pas. Juste, Philippe Poutou. Ouais, non, mais l'argent, le déficit, tout ça, mais on peut discuter de la fraude fiscale. Vous savez combien c'est à peu près. Et vous savez quel est le premier pays à balancer exactement les noms et les comptes? Non, mais on peut être fiers de nous. Pas tous en même temps. Français. Pas tous en même temps. C'est le gouvernement français qui donne le plus de noms et qui fait le plus d'enquêtes. Non, mais d'accord, mais enfin, vous dites qu'ils sont fausses. Vous avez refusé un rapport aujourd'hui. Il y a une demande de rapport qui a été commandé à l'Union européenne pour justement préciser les chiffres de la fraude fiscale aujourd'hui et de l'évasion fiscale. Vous l'avez refusé. Pourquoi? Non, mais c'est... Parce que les demandes de rapport, c'est tout ce que demande la France Insoumise. Il n'y a aucune proposition, il y a des demandes de rapport. Écoutez un peu la chaîne parlementaire et vous verrez ce qui se passe dans l'hémicycle. Dans le travail qui est fait par les journalistes, là, ce qui est sorti... Paradise Paper. Voilà, et puis ce qui était sorti il y a 1 an et demi... Panama Papers. Voilà, merci. Consortium de journalistes. On a quand même la démonstration, même si ça reste d'une estimation finalement, parce qu'à partir d'un petit bout, on peut imaginer... On voit quand même les fortunes qu'il y a, qui sont accumulées, planquées. Donc en fait, les réponses, on les aurait directement sur les questions... de déficit, on pourrait supprimer le déficit rien qu'avec si on récupérait la fraude fiscale. Donc après c'est pour ça que c'est vraiment là. Mais vous estimez que le gouvernement fait rien là-dessus sur la fraude fiscale mais ou comme pas? les autres en fait, mais même ils ont même organisé la fraude fiscale. Les gouvernements l'ont permis, organisé, et tous les discours que, depuis Sarkozy jusqu'à maintenant sur le fait qu'il y aura plus de paradis, tout ça, vous allez voir, ben non, évidemment que ça ne fait que se développer, s'institutionnaliser, et là on voit que c'est un système économique qui fonctionne comme ça, qui repose sur la triche, sur le vol, sur le détournement. Arnaud, il a pas 40 milliards comme
comme ça parce qu'il a bossé, ce mec-là. Hein, donc, je dis Arnaud, on pourrait parler de Martin Bouygues, on pourrait parler de... Ça, c'est votre ancien patron, mais il y a plein de... Non, mais c'est ça. Donc, en fait, l'idée, ce serait que cette fortune-là, elle soit redistribuée à la société. Et donc, ça pose des problèmes de choix politique de fond. Olivia Grégoire, alors concrètement... de choix politique. Qu'est-ce que vous faites? On le prend et on sait qu'on le redistribue. À part donner les noms, qu'est-ce que vous faites concrètement pour lutter contre la fraude fiscale? Déjà, l'optimisation fiscale. C'est Bolloré ici. Absolument. Moi, il est ultra riche aussi, c'est pas normal quoi. Pendant qu'il y en a qui galèrent, excusez-moi, mais il y en a. Coupé, vous avez le droit. Ouais, non mais c'est vrai, je reconnais que je vous coupe là. Ouais. Non mais c'est juste pour finir le truc, c'est quand même terrible des gens qui vivent avec aujourd'hui 800 ou des retraités ou des jeunes ou des moins jeunes qui vivent avec 800 euros, 700 euros, 1000 euros. Le SMIC il est à 1100 euros et à côté de ça, on nous montre des fortunes de dingue. Mais à quoi ça leur sert d'être milliardaire, d'être même millionnaire? Alors, Olivia Grégoire. Donc il y a quand même un problème aujourd'hui de pourquoi on n'arrive pas à faire qu'il y ait une société où il y a des inégalités un petit peu réduites. C'est même pas ça, c'est ça. C'est un vrai sujet, ça, les inégalités. Non, mais c'est un vrai. Alors, le sujet des inégalités est un vrai sujet. Le sujet de l'évasion fiscale en est un aussi. C'est aussi un loup de mer, vous l'avez rappelé. Ça fait 10 ans qu'on en parle et qu'on fait assez peu de choses. Serpent de mer, peut-être. Oui, loup, serpent, pardon, éléphant de mer même. Nous porterons, et je vais pas, on est en train de bosser dessus, le groupe La République En Marche portera dans la deuxième partie du projet de loi de finances, donc d'ici quelques semaines, une proposition dure. Sur le sujet de l'évasion fiscale qui ira assez loin pour les gens qui pratiquent ce genre de choses. Les GAFA, par exemple, les Google, Facebook... On ira Amazon. loin. Et les individus. Pour l'instant, il n'y a on pas n'y est que pas des du tout, boîtes, hein, il y a sur aussi ce des sujet, individus. Bon. Et nous irons assez loin. On est en cours d'arbitrage, mais je peux vous assurer qu'on est loin d'être atone sur le sujet et que nous ferons des propositions. Après, ce qu'il y a de certain, c'est que c'est aussi un sujet qu'il nous faut adresser... pas uniquement nous en petits français, c'est aussi un sujet qu'il faut adresser avec la force et la puissance de l'Union européenne. Et je pense que ça fait partie des sujets prioritaires dans les mois qui viennent au niveau de l'Europe. Et c'est aussi en cohérence qu'essaye de faire Emmanuel Macron, parce que je sais qu'on n'est pas d'accord, mais si on retrouve une forme de marge de manœuvre, si on retrouve donc notre crédibilité en Europe, voilà typiquement le genre de sujet sur lesquels nous pourrions prendre vraiment des décisions fortes dès l'année prochaine. Mais dès le projet de loi, vous aurez des propositions là avant le mois de décembre et vous allez voir qu'on n'est pas timide là-dessus. Pierre Jacquemin, évidemment, c'est des propositions concrètes qu'on attend là-dessus sur ces dossiers. Oui, on attend des propositions concrètes et j'ai pas pour habitude de citer le FMI, mais vous devriez écouter Christine Lagarde quand elle explique qu'aujourd'hui le problème de la croissance dans les pays du monde, c'est pas une question d'impôt. L'impôt est juste et ça fait partie de nos sociétés. C'est la question des inégalités. Donc, dans votre langage, dans votre vocabulaire, si vous effectivement vous voulez aider les plus faibles, comme vous le dites, il faut intervenir, il faut redonner du pouvoir d'achat, il faut réinvestir l'argent, il faut mettre de l'argent public. Et que la question de la répartition des richesses, elle devrait être au cœur de la politique, de toute politique publique. La question de la dette, c'est pas les Français qui doivent payer la dette, ce sont ceux qui la créent, la dette. Quand vous voyez qu'aujourd'hui l'Union européenne, la Banque centrale européenne prête de l'argent à des banques privées qui se font des intérêts sur le dos des travailleurs grecs qui gagnent 8 milliards d'euros, ça n'est pas possible. On marche sur la tête. Notre système marche sur la tête. Et ça n'est pas La République En Marche et ça n'est pas Emmanuel Macron qui porte ce projet de remise en cause de notre système économique, notre système capitaliste. Donc c'est ça qui en termes de lutte contre les inégalités, vous nous dites que vous allez lutter contre les inégalités en menant les mêmes politiques qui ont été menées depuis 10, 20, 30 ans. Pas du tout. Si, on turbule l'intégralité du système. Arrêtez. De la gauche comme de la droite, ils le disent. Vous venez de le dire tout à l'heure, vous continuez à la baisse des cotisations. Philippe Poutou. La droite et la gauche, ils sont emmerdés parce qu'ils s'aperçoivent que Macron il fait ce qu'ils ont fait. Il continue Macron. Il continue. À part nous dire qu'il faut complètement supprimer la taxe d'habitation et complètement supprimer l'ISF, de part et d'autre de l'hémicycle, si vous voulez, on n'a pas entendu non plus pléthore de propositions. Bon, un dernier mot de Philippe Poutou. Les mobilisations à venir, elles vont être difficiles. Il va falloir aller chercher les gens et leur dire allez. Bien sûr, ça sera difficile. On continue. Oui, quand on milite, quand on fait les manifs et quand on voit l'ambiance qu'il y a dans les boîtes ou même à Ford, là où je travaille, on est menacé d'ici un an. On ne sait pas trop ce qu'on va devenir. On a plutôt l'impression que Ford a décidé, sans le dire encore, qu'ils allaient supprimer le site. Donc, et on voit qu'à côté de ça, tout le monde a conscience de ça, mais on n'arrive pas à se battre parce que c'est compliqué, parce que ça revient à ce que disait François Ruffin. Il y a de la résignation, il y a ce sentiment qu'on ne peut pas faire les choses, qu'on ne peut pas changer, qu'il y a trop fort en face de nous. Donc c'est compliqué, mais on sait qu'avec toutes les raisons qu'il y a de se battre, et puis on sait que le gouvernement Macron, il va en rajouter des couches et des couches. On sait qu'il va y avoir des Gattaz ou des Arnaud ou des machins qui vont montrer leur richesse, leur arrogance et leur prétention. Et on sait que tout ça, de tout ça peut sortir à un moment donné une véritable colère et qu'il va falloir qu'on organise. Donc nous, on espère et que les choses changent. Et puis en attendant, la jeunesse, oui, c'est vrai que ça serait pas mal qu'elle se mobilise, ça nous aiderait. Voilà. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat animé dans Punchline. Olivia Grégoire, Philippe Poutou et Pierre Jacquemin. Dans un instant du football sur CNews, le 20h foot, Pascal Pro. Eric Cantona qui dézingue à tout va. À tout de suite et bonne soirée plutôt sur CNews.